Stéphane, bonjour. Bonjour Gabriel. Merci beaucoup d'être ici avec nous dans les locaux du campus TAPS. Merci de l'invitation. Voilà, tu vas intervenir dans notre master au travers du conseil de perfectionnement. Donc tu vas pouvoir nous aider à faire évoluer positivement notre master. J'espère. Voilà. J'espère que je pourrai contribuer. Ouais. La soirée de rentrée a lieu vendredi 10 septembre à 18h. Malheureusement, tu es retenu par des impératifs professionnels, mais tu as souhaité que l'on ait cet entretien pour passer un message à la fois aux collègues, mais aussi aux étudiants. Donc, je te remercie. Merci à toi. Alors bon, ta carrière, je ne sais pas s'il est nécessaire d'y revenir dessus, hein, un des plus beaux palmarès de l'athlétisme. Il y a quand même des jeunes qui nous regardent, donc il faut Voilà, revenir c'est dessus vrai, quand même. c'est vrai. Mais un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français, champion du monde du 400 mètres haies, champion du monde du 4x4 100 mètres haies, on ne compte plus les titres de champion de France. Sans les 4x4. C'est vrai, c'est plus facile. Ouais, c'est très compliqué. Et puis des records d'Europe jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps. Et donc, dans toute cette carrière, la première question que je souhaiterais te poser, c'est quels sont tes souvenirs les plus marquants en tant qu'athlète? Ça peut être positif, mais peut-être aussi négatif. Alors c'est une question qui est difficile, parce que c'est vrai que j'ai pratiqué l'athlétisme de l'âge de 10 ans. Alors on ne parle pas de carrière à ce moment-là, c'est le tout début. Et puis si on parle de carrière, c'est à partir du moment où je suis entré à l'INSEP à l'âge de 19 ans jusqu'à 35 ans. Donc j'ai fait 16 ans à l'Institut national des sports et d'éducation physique, comme il s'appelait à l'époque, maintenant Institut national du sport, de l'expertise, de la performance. Et c'est une vie globale formidable de pouvoir vivre sa passion à fond, de pouvoir être accompagné dans cette passion par des grands professionnels avec toutes les compétences qu'il faut agréger au fur et à mesure. C'est une vie formidable, donc moi je retiens ça globalement. Je retiens cette chance que j'ai eue de pouvoir aller à fond au bout de ma passion. Et puis après, bien sûr, il y a des grands moments. Le titre mondial hein, en 97, c'est sûr qu'il arrive en plus à un moment où l'année d'avant, j'espérais être champion olympique. Et puis j'ai eu une fracture de fatigue au scaphoïde tarsien, comme on l'appelait à l'époque, l'os naviculaire. Et j'ai dû renoncer au jeu. Donc c'était vraiment l'année où je pouvais être champion olympique. Puisque un an avant, j'avais battu le record d'Europe, j'étais numéro 1 mondial sur le plan chronométrique. Et donc forcément 97, le titre mondial, ça a eu une saveur particulière, ça donne beaucoup de sens aux choses, beaucoup de sens à l'engagement. Le titre européen en 2002, le titre avec le relais en 2003, au Stade de France, qui était ma dernière sélection, je ne le savais pas, mais ça allait être ma dernière sélection. Donc ça, ce sont les grands moments, au-delà de toutes les belles rencontres que j'ai pu faire grâce à l'athlétisme. Et puis après, des moments difficiles, comme je le disais, 96, c'est sans doute le moment le plus difficile. Atlanta, devoir renoncer sur blessure, ça a été le moment le plus difficile, mais les deux sont liés. Il n'y a peut-être pas 97 et le titre si il n'y a pas Atlanta et cette désillusion en 96. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, explique cette réussite? En quelques points clés, peut-être, qu'est-ce qui détermine la réussite dans le haut niveau? Je crois que l'ingrédient principal dont on ne parle pas assez, je dirais pas assez souvent, c'est la passion. Pour moi, c'est vraiment à la base, c'est le socle. Quand je parle de performance, je parle du temple de la performance, et je dis s'il y a bien dans le socle quelque chose d'essentiel, c'est la passion, le plaisir et la patience, je rajoute, mais pour moi, le point de départ, c'est la passion, et je crois que les grandes carrières, elles se construisent là-dessus, et pas forcément la passion, je dirais, du titre ou de ces moments sur le podium, le plaisir ou la passion complètement orientée résultat, mais quelque chose de beaucoup plus intrinsèque, qui est le plaisir de se construire, de se voir évoluer, de chercher à s'entourer, de trouver des solutions à des problèmes. Je crois qu'il faut avoir un peu l'esprit casse-tête. Quand j'étais gamin, j'aimais bien le Rubik's Cube, toutes ces choses-là. Et je crois qu'il faut avoir cet esprit-là, parce que du coup, on ne compte pas ses heures et on est capable de le faire, d'avoir un très fort niveau d'engagement, parce qu'on prend plaisir au quotidien. Donc sans je dirais, donner du sens à tout ça en fonction du résultat seulement. Ça a du sens en soi, cette aventure et cette quête, et moi, c'est ce que je retiens. Et la passion, c'est vraiment le point de départ essentiel pour moi dans le sport de haut niveau. Alors, cette construction intrinsèque, elle s'opère aussi probablement avec le soutien d'un entraîneur. Où est-ce que tu placerais l'entraîneur dans cette réussite? J'ai eu 3 entraîneurs dans mon parcours. Donc, le premier, je suis arrivé dans un club à l'âge de 10 ans. Donc, moi, j'avais envie de courir. On m'a dit que l'athlétisme était le sport où je courais. Donc, je lui ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai dit à mes parents, mais je n'avais jamais vu de compétition. Donc, on voit bien que c'était quelque chose de très intrinsèque. Cette motivation, ce plaisir de courir que j'ai toujours. J'ai couru le semi-marathon de Paris hier. Et donc, c'était dimanche dernier. Et donc, c'est toujours ce même plaisir qui me guide. Donc, ça a été le début. Et j'ai eu un entraîneur qui m'a donné le goût d'apprendre.
voilà, le goût de progresser et qui m'a permis de comprendre comment on progressait, comment ça se construisait petit à petit, avec de la patience. Mais moi, j'avais tout le temps devant moi puisque j'aimais ce que je faisais. Donc ça a été la première chance d'avoir un entraîneur vraiment qui chaque fois innovait dans les situations d'apprentissage et moi, j'aimais ça. Après, j'ai eu un deuxième entraîneur je n'ai pas eu longtemps, de 17 à 19 ans, qui lui m'a fait découvrir le goût de la compétition. Avant, je faisais de la compétition, mais de la compétition à un plus haut niveau, avec les enjeux. Donc là, c'était l'époque où j'étais finaliste au championnat de France en catégorie junior. Je n'étais pas un excellent junior, je ne pouvais pas partir au championnat du monde, championnat d'Europe, j'étais toujours un peu limite. Pour plein de raisons sans doute, peut-être une croissance un peu tardive aussi qui m'a contrarié dans mes années juniors. Et lui, là, voilà, c'était le goût de la compétition, de la construction, le jour J, essayer de tout mettre en place. Et puis après, je suis arrivé à l'INSEP avec Fernand Hurtebise, donc Alain Julien le premier, Lionel Gourlet, qui est un coureur de 110, et puis Fernand Hurtebise, coureur de 110 lui aussi, mais qui était entraîneur à l'INSEP et qui m'a accompagné après 16 ans à l'INSEP, où là, on était vraiment dans le très haut niveau, l'expertise de la relation humaine, vraiment sur du très long terme, on construisait les choses sur du temps plus long. Alors, une petite question sur peut-être ton lien avec ton entraîneur qui t'a accompagné dans ta carrière de haut niveau, Fernand Hurtebise. On suppose que des liens particuliers se sont créés avec le temps. Oui, oui, ce sont des liens très très forts, des liens humains. J'ai travaillé 16 ans, de 1988 à 2004, avec Fernand Hurtebise jusqu'à la fin de ma carrière. Et c'est une aventure humaine exceptionnelle. Bien sûr, entre le début de carrière, le début de la relation et la fin, la relation est complètement différente parce que j'étais un jeune débutant avec un entraîneur expert. Et puis après, la relation, elle est plus une relation de co-construction au fur et à mesure, même si Fernand a toujours essayé de faire en sorte de partager le projet, de faire en sorte que je comprenne ce projet, pour que je m'y implique plus fortement et que je laisse du temps aussi au temps pour que les effets puissent se produire, puisque le challenge pour un entraîneur, c'est vraiment d'amener l'athlète dans un projet de transformation. Et il faut qu'il crée la confiance dans la durée pour que l'athlète, au moindre problème, ne soit pas en train de remettre en cause ce projet. Et donc Fernand a pris le temps de m'expliquer les choses là où il aurait pu imposer les choses. Quand je suis arrivé à l'INSEP, il revenait des Jeux Olympiques de Séoul avec un vice-champion olympique dans la discipline que j'avais choisie. Donc il avait toute la légitimité. Il avait une vingtaine d'années de plus que moi, une trentaine d'années de plus que moi. Il avait toute la légitimité pour m'imposer les choses. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il a expliqué comment on allait s'y prendre, il a expliqué comment d'autres s'y prenaient, il a dit humblement, voilà, je ne sais pas si je détiens la vérité, mais si je veux t'accompagner, moi, en donnant le meilleur de moi-même, il faut que ce soit dans le modèle dans lequel je crois, et voilà ce en quoi je crois. Et donc, il m'a expliqué tout ça, ça m'a fait m'engager sur des choix parfois qui n'étaient pas compris de l'extérieur, qui étaient critiqués, parce que parfois, effectivement, sur certaines courses, je faisais des choix qui n'étaient pas idéaux pour gagner la course en question, qui était une course de préparation, mais qui était pertinent pour gagner la course à 3 mois, 4 mois, 6 mois, et parfois 1 an ou 2 ans quand on visait des échéances à plus long terme. Et je crois que ça, c'est vraiment important qu'un entraîneur, dans la relation que j'avais, alors d'un sport à l'autre, c'est très différent, qu'un entraîneur prenne le temps de convaincre et ne joue pas seulement sur l'autorité, sur son charisme, sur son palmarès ou sur son passé, parce que chaque relation est unique. Et il faut qu'il prenne le temps de recevoir les questions aussi, comme il le faisait, et puis d'expliquer, de convaincre. Et très vite, moi, je me suis dit, soit je réussirai dans le 400 mètres relais, soit je ne réussirai pas, mais ce sera avec cet entraîneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui a permis ces 16 ans de collaboration, et sans doute qui explique une bonne partie de mon palmarès. Alors, parallèlement à ta carrière professionnelle, tu as toujours souhaité continuer à te former, notamment dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ton parcours dans l'enseignement supérieur, justement? Oui, alors avant l'enseignement supérieur, j'ai eu un bac qu'on appelait C à l'époque, il y a très longtemps, plutôt maths physique, donc très intéressé par les sciences. Et puis quand je suis arrivé à l'INSEP, je n'avais pas vraiment de possibilité pour pouvoir mener de front le parcours sportif et le parcours étudiant en restant sur les maths physiques. Et je me suis dit, bon, j'aimais bien la bio aussi, j'hésitais un peu entre les deux et j'ai eu une opportunité pour faire un DUT de biologie appliquée en agroalimentaire. Donc là, c'était assez cohérent parce qu'il y a un tronc commun quand même de physiologie, de biologie végétale, animale, et c'était assez intéressant d'avoir ces études-là en étant en même temps dans une épreuve très physio qui est le 400 mètres. Donc il y avait pas mal de parallèles ou de transferts de connaissances. Et puis ensuite, j'ai pas pu continuer dans cette voie-là, tout en étant en région parisienne, en voulant rester
à l'INSEP avec mon coach. J'avais déjà un niveau qui permettait de vivre de l'athlétisme. J'étais déjà finaliste au jeu à ce moment-là, 4e au jeu. Et donc j'ai dû arrêter mes études pendant 4 ans. J'ai fait une année d'école d'ingénieur en industrie céréalière dans les ancêtres de Polytech, qu'on appelait des IST, Institut de Sciences et Technologies. C'était à Paris 6, Pierre et Marie Curie. Et puis c'était pas possible parce que là il n'y avait pas d'aménagement, donc j'ai arrêté 4 ans. Et après j'ai repris sur ma fin de carrière, de 29 à 35 ans, j'ai repris un cursus en école de commerce à Sup-Deco Paris. Donc complètement dans une autre voie parce que je me disais maintenant j'ai arrêté les sciences depuis un peu trop longtemps et je ne me voyais pas repartir dedans. Et donc là, si on s'intéresse, c'est le cas de notre master à la formation au métier du sport. Donc tu as le regard du sportif de haut niveau, le regard aussi de quelqu'un qui a voulu parallèlement se former grâce justement à des diplômes d'enseignement supérieur. Quelle est selon toi la plus-value de la formation universitaire dans le métier du sport, dans le métier d'entraîneur, de réathlétiseur, de préparateur physique? En quoi c'est important peut-être d'aller à l'université pour se former? Je crois que dans l'université, il y a toujours cette dimension recherche, essayer de produire des savoirs, et les savoirs, ça se produit sur la science. Donc je pense que c'est indispensable. Le sport de haut niveau, c'est une affaire de science. Quand je vois la discipline qui était la mienne, la biomécanique est omniprésente, le rendement du geste est omniprésent, la production d'énergie aussi, les filières énergétiques. Donc il faut aujourd'hui, pour entraîner, surtout si on veut entraîner dans le haut niveau, mais je dirais même aujourd'hui sur des problématiques de sport santé, là on s'éloigne un peu du sujet, il faut comprendre les mécanismes et il faut chercher sans arrêt. Un entraîneur, c'est toujours un entraîneur qui est en quête de savoir et qui doit interroger ses savoirs sans arrêt. Je me souviens d'une fois, pourtant mon entraîneur avait déjà je ne sais pas combien d'années, peut-être une 30aine d'années d'expérience, il est arrivé au mois de mai avec une nouvelle publication qui questionnait un petit peu sa programmation, et on était au mois de mai, il me dit « Bon Stéphane, il faut qu'on parle de ça ». Et puis on regarde, je dis « Ah oui, c'est intéressant », je dis « Mais de toute façon, on ne peut rien en faire maintenant. On est au mois de mai, les échéances c'est en juillet, donc on ne va pas prendre en compte ça. Maintenant, c'est trop tard, parce que si ça marche, on ne saura pas si c'est à cause de ça, grâce à ça. Si ça ne marche pas, on saura. Donc il faut attendre et on verra ça en octobre, plus tranquillement. » Mais certains athlètes m'ont dit « Mais ça ne t'inquiète pas, ton coach se pose des questions comme ça ». Je dis « Non, moi ça me rassure. Quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, c'est plutôt rassurant en tant qu'athlète. Quelqu'un, un entraîneur qui a beaucoup d'expérience mais qui est capable de se remettre en cause et de questionner ses savoirs, c'est ce qui fait pour moi les grands entraîneurs. Donc c'est pas du tout une inquiétude, au contraire c'est rassurant. Ok. Et donc en cette rentrée universitaire, donc, des jeunes viennent nous rejoindre pour justement se former. Et peut-être as-tu un message personnel à leur passer là, pour leur donner de l'élan dans la future année universitaire? Ce que je leur dirais, c'est de profiter de la chance qu'ils ont, d'avoir cet environnement de savoir, de connaissances, qu'ils soient curieux, qu'ils ne soient jamais rassasiés de savoir, parce que c'est ce qui fait la différence, et dans tous les domaines. Quand on a parlé des qualités de l'entraîneur, bien sûr, j'ai parlé de biomécanique et de physiologie, mais la dimension psychologique et la capacité à comprendre à qui on a affaire, à comprendre sa culture aussi, ce sont des éléments essentiels. Mon entraîneur, il voulait qu'on parte en stage, parfois au Sénégal parce qu'on s'entraînait avec des athlètes sénégalais, parfois à La Réunion parce qu'on s'entraînait avec des athlètes réunionnais, ou aux Antilles, ou dans d'autres endroits, pour que le groupe puisse vivre ensemble avec une connaissance mutuelle, une compréhension mutuelle. Et ces dimensions-là, elles sont indispensables aussi. Donc il faut vraiment, c'est un métier qui demande énormément de compétences, mais toutes sont intéressantes. Moi, il n'y en a pas une qui ne m'intéresse pas dans ces 3 dimensions que je viens d'évoquer, la dimension mentale, je dirais, psychologique, la dimension physio, la dimension biomécanique, ce sont tous ces éléments, et puis il y en a d'autres encore, mais ce sont ces piliers-là qui sont très très intéressants. Donc voilà, profitez, croquez à pleines dents dedans, et puis soyez curieux, exigeants avec vous-même, parce que c'est comme ça qu'on peut réussir. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.